Bonjour et bienvenue à ce deuxième jeudi de l'inclusion numérique en Haute-Vienne, un nouveau rendez-vous mensuel proposé sous forme de webinaire chaque premier jeudi du mois en début d'après-midi. C'est un temps d'information et de formation qui s'adresse à tous les aidants numériques qui sont amenés à accueillir, à orienter ou à accompagner les publics en difficulté avec le numérique. Et ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la stratégie départementale d'inclusion numérique qui est pilotée par le conseil départemental de la Haute-Vienne, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs institutionnels, le Fonds social européen, l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole, le CCAS de la ville de Limoges, Pôle emploi, MSA, CPAM, CAF, CARSAT, je crois que je n'ai oublié personne. En tout cas, ce deuxième rendez-vous a pour thème la boîte à outils de l'aidant numérique. Il est animé par Clélie Albert de UBIC, un centre ressources inclusion numérique, mais à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et lors de ce webinaire, elle va nous proposer un certain nombre de ressources utiles, de bonnes pratiques, d'outils clés qui vont pouvoir accompagner les professionnels dans les différentes étapes de l'accompagnement numérique. Je laisse la parole donc à Clélie Albert. Bonjour à tous et enchantée, ravie de vous rencontrer, même si pour le moment ce n'est que virtuellement. Merci pour ton introduction, Pierre. Tu as très bien résumé l'intervention. Donc moi, Clélie Albert, je suis chargée de développement territorial pour UBIC. J'y reviendrai juste après pour vous préciser un peu ce qu'on est, ce qu'on fait. On passera vraiment très rapidement dessus pour passer sur le vif du sujet, avec pour justement démarrer sur un mode un peu interactif malgré la visio. On va faire un mini quiz sur les enjeux de numérique. Et très vite ensuite, nous passerons au vif du sujet. L'aidant numérique, son rôle, sa place dans la chaîne d'accompagnement, en introduction pour poser le cadre un petit peu de ce dont on parle là aujourd'hui. Et puis, on passera aux ressources et outils. Voilà, vraiment sur 1h30, c'est très c'est court et c'est long à la fois. Par rapport à d'autres visios que vous aurez plus tard. C'est très court pour approfondir les outils. Donc, ce sera vraiment une introduction sur ces outils dans la mesure du possible et en fonction du timing. J'essaierai de vous montrer un petit peu concrètement comment fonctionnent ces outils, comment on les prend en main, pour que ce soit vraiment pratico-pratique et que vous ayez toutes les clés ensuite pour les approfondir. Et évidemment, du coup, soit par l'intermédiaire de Pierre et soit avec notre outil, on pourra voir pour faire intervenir d'autres partenaires ou nous-mêmes sur d'autres thématiques pour approfondir certaines thématiques. Je pense à des outils qu'on abordera aujourd'hui comme Aidant Connect ou comme Pix, qui mériteraient peut-être 1 heure à part entière pour eux-mêmes. Donc vraiment les 3 étapes là qu'on va creuser, c'est l'accueil, le diagnostic, donc le premier accueil, la première évaluation des publics que vous allez accompagner, quels sont les différents outils qui sont à votre disposition en fonction du temps que vous avez aussi à y accorder, du matériel, de vos contraintes et de vos besoins. Les outils pour accompagner, alors on aura d'abord un petit focus sur le cas des démarches administratives, puisque c'est quand même une question récurrente pour les aidants numériques qui parfois sont amenés notamment à faire à la place de leurs usagers. Et là, vraiment, on verra les points d'attention au niveau de la posture, des données personnelles et les outils pour se sécuriser en tant qu'aidant, que ce soit un mandat ou un outil qui sera qui est en cours de déploiement, qui s'appelle Aidant Connect et qui va venir faciliter tout ça. Et ensuite, on verra les outils plutôt orientés sur la montée en compétences pour ceux qui vont plus loin dans l'accompagnement et souhaitent accompagner les publics vraiment sur la montée en compétences ou mettre en place des ateliers. Et puis, enfin, on clôturera sur vraiment tout ce qui est orientation. Et là, pour le coup, je laisserai la parole à Pierre, notamment, qui forcément connaît beaucoup mieux que moi votre réseau local et surtout toute la stratégie qui a été mise en place au niveau des passes numériques et des différents dispositifs mis en place dans le cadre de la stratégie en Haute-Vienne. Je répète à nouveau, alors moi, je n'ai pas du tout vision sur le chat pendant mon intervention. Donc, n'hésitez pas quand même à poser vos questions et Pierre s'en fera le relais. Encore une fois, on est sur un temps assez court, donc je vais. Comment dire, c'est toujours compliqué de faire de l'interaction sur des temps assez courts, mais dans la mesure du possible, je répondrai aux questions et je préfère
qu'on passe plus rapidement sur certains points que de passer à, enfin, comment dire, de ne pas répondre aux questions s'il y en a. Et donc, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, on vous transmettra tous les supports qui auront été présentés aujourd'hui, en début de semaine prochaine. Ce support est également un mémo que je vous présenterai rapidement tout à l'heure, où vous retrouverez justement de façon très synthétique toutes les ressources qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, juste pour info, Clélie, donc je surveille le chat. Pour l'instant, pas de questions. Juste 2-3 petites remarques techniques. Si des gens ont des soucis de son, d'image, je les invite à couper leur caméra. Ça permet toujours d'alléger la sollicitation de la bande passante. Voilà, à toi, Clélie. Mais je te coupe si je vois que ça nécessite de le faire. Ça marche, merci. Donc Ubique, donc on est une coopérative, on a été impulsé en 2019. C'est l'un des 11 hubs territoriaux pour un numérique inclusif. Ces hubs, en fait, c'était un dispositif qui a été impulsé par l'État au travers du programme Société numérique et la Banque des territoires. Ça partait du constat que sur ces questions d'inclusion numérique, c'est un sujet qui est assez transverse et qui touche une grande diversité d'acteurs, que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, associatifs et autres, de plus en plus aussi les entreprises qui dématérialisent, vraiment une grande diversité de parties prenantes et le besoin de mettre en réseau ces acteurs-là, d'animer, de renforcer, comme on le fait aujourd'hui aussi, les compétences des aidants numériques et des médiateurs. Et donc, on se présente aujourd'hui en tant que centre de ressources régionales pour tous les acteurs de l'inclusion numérique. Donc, voilà, comme je l'ai dit, on travaille à la fois avec les collectivités et les acteurs de terrain. On est le fruit d'un partenariat entre Médiacité, qui est une structure qui est experte sur la médiation numérique, qui a été créée en 1998, qui, sur la Gironde, par exemple, porte le dispositif Promeneur du Net, et ATIS, Association Territoire et Innovation Sociale, qui, pour le coup, est une structure qui est spécialisée dans l'accompagnement de projets issus de l'économie sociale et solidaire. Et on pourra y revenir peut-être à la fin, mais c'est vrai que, en tout cas, sur les acteurs terrain, on a vraiment souhaité justement s'associer à ATIS pour développer des dispositifs pour les accompagner sur leur structuration et leur renforcement. Et du coup, derrière, le développement de leur impact social, que ce soit en termes de mieux et de plus accompagner les publics, d'étendre leur champ d'intervention territoriale, etc. Et voilà, j'en parle en particulier parce qu'on a un appel à candidature en cours, justement, pour notre programme Changement d'échelle et inclusion numérique. Voilà, je sais qu'autour de la table, il y en avait peut-être quelques-uns qui étaient intéressés. Je pense notamment à Claire de l'Escalier. Mais tout ça, on pourra en reparler à la fin si vous avez des questions. Donc voilà, ça, je vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, je l'ai un peu abordé déjà. Animation territoriale, accompagnement de projet et formation professionnelle, c'est nos grands métiers. Sur la formation, ça peut être déjà sur des ateliers comme aujourd'hui, boîte à outils des aidants numériques qui sont un premier niveau de sensibilisation et d'outillage. Mais derrière, on a aussi développé un certain nombre de formations, notamment là, on va lancer des formations avec le réseau régional des structures d'insertion par l'activité économique. On a également, je pourrais vous envoyer le lien, là on vient d'avoir les dates pour des formations à distanciel avec Cap Métiers. On va là, justement ce matin, j'étais avec eux, on va lancer un accompagnement aussi au niveau des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent développer des actions de médiation numérique, mais qui vraiment démarrent sur le sujet. C'est une action qui sera animée du coup par Paco Yves de la Smala dans les Landes. Voilà. Ça, on pourra y revenir après. Du coup, je vous propose déjà pour aborder ces enjeux de faire un petit quiz. Voilà, alors, je vous préviens, là, cette première partie, je vais beaucoup parler et ça va être un peu ascendant, mais c'est pour qu'on gagne du temps et que je puisse vous faire un petit peu des mises en pratique, enfin pas des mises en pratique, mais des démonstrations des outils que je vais vous présenter. Donc on va commencer avec un petit quiz. Du coup, ce que je vous propose, c'est de mettre vos réponses sur le chat, du coup, vu qu'on n'a pas l'outil sondage. Et n'hésitez pas à rebondir aussi sur les questions et les commentaires et les réponses. Donc, première question, en France, selon vous, quel est le terminal qui est aujourd'hui le plus utilisé pour se connecter à Internet?
Réponse A, l'ordinateur. Réponse B, le smartphone. Réponse C, la tablette. Alors, j'ai du B, principalement le smartphone. Effectivement, gagner, c'est le smartphone. Donc, ça commence effectivement à se savoir. Hein. Mais depuis 2019, c'est passé comme les premiers équipements pour se connecter pour les Français. Avec 77% des Français qui l'utilisent pour se connecter à Internet. C'est pas neutre en matière d'accompagnement. C'est pour ça aussi que je vous présenterai des outils qui sont spécifiques à l'accompagnement sur smartphone. Et que de plus en plus, les médiateurs numériques essayent de prendre en compte cette dimension pour adapter leur accompagnement. C'est aussi le cas de figure. Ce cas aussi est intéressant aussi en matière de démarche administrative. Parce que, pareil, il y a un certain nombre de structures d'accompagnement qui privilégient l'accompagnement au travers d'applications smartphone quand c'est possible, parce que les applications smartphone sont souvent beaucoup plus simples et fluides d'utilisation que le site internet où on va retrouver beaucoup d'informations parasites. Et par exemple, pour des personnes qui ont des difficultés, par exemple, de lecture ou avec la langue française, va y avoir beaucoup trop d'éléments un peu perturbants pour comprendre pour faire ces démarches. Donc, par exemple, pour Pôle emploi, pour faire ces actualisations mensuelles, c'est quand même plus simple aussi de passer par l'application. Voilà. Donc, et on va passer à la deuxième question. Pour quel pourcentage des Français l'accès à Internet est important pour se sentir intégré dans la société? A, 13%, B, 36%, C, 68% et D, 91%. Je laisse 10 secondes de personnes réagir. Alors, il y a des réponses plus variées que celles pour le smartphone qui a recueilli quasiment l'unanimité des réponses, mais on est entre le B, C, D avec finalement pas mal de C. Eh bien, c'est encore une bonne réponse pour ceux qui ont répondu C. Effectivement, c'est 68% des Français qui estiment qu'avoir accès à Internet est important pour se sentir intégré dans la société. On y reviendra, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et encore plus en cette période sanitaire, le numérique est partout. Et donc, si on n'y a pas accès, c'est compliqué de se sentir intégré. Toutefois, on remarque quand même qu'il y a 32% des Français pour qui ce n'est pas indispensable pour se sentir intégré. Et ça, là-dessus, c'est vrai que je pense que vous l'avez tous peut-être vécu en tant qu'aidant ou médiateur numérique. C'est vrai que parfois le numérique est aussi source de rejet, d'anxiété, parfois même aussi un peu de honte de ne pas savoir s'en servir. Je pense notamment par exemple pour des seniors qui parfois ont eu des super belles carrières avant, une vie bien remplie, etc. Et de se dire, de se dire, finalement, je suis complètement perdue, je ne sais pas. Ça peut être source d'anxiété et parfois aussi, jusqu'au rejet, du coup, parce que on n'a pas envie on n'a pas envie. Et puis, après, l'objectif, c'est pas forcément, et je tiens à le préciser, de l'intervention, hein, de forcer les gens à se mettre au numérique, mais c'est vraiment, en tout cas pour ceux qui le souhaitent et surtout ceux qui en ont besoin, d'avoir des solutions pour ne pas décrocher de leurs droits à minima, puisque l'enjeu quand même le plus important, c'est quand même l'accès aux droits. Même si on y reviendra, ce n'est pas que ça le numérique. Troisième question. La majorité du temps, comment réagissent les personnes rencontrant des difficultés d'utilisation des outils numériques? A, elles se débrouillent toutes seules. B, elles cherchent de l'aide. C, elles abandonnent. Alors, sache Clélie que sur les réponses là qui sont apportées, on a aussi un peu tout, mais en majorité des B. Ah merci, c'est la première fois que je pose cette question sur les boîtes à outils et que j'ai majoritairement des bonnes réponses. Souvent, en général, les gens me disent réponse C, elles abandonnent, ce qui est
pas forcément le cas, puisque dans la grande majorité, les personnes en difficulté vont demander de l'aide, en priorité auprès de leur entourage. On a tous été amenés à aider quelqu'un de notre famille ou un proche avec l'outil numérique. Et puis, sinon, aussi à des personnes extérieures. Et donc, dont notamment les aidants numériques dont vous faites partie. Voilà. Et après, quand même, reste qu'il y a quand même 16% qui abandonnent ou n'utilisent jamais les outils numériques. On revient à cette question vraiment de difficulté et de rejet. Il y en a même certains qui, pour le coup, justement, décrochent de leurs droits parce qu'ils n'en peuvent plus, ils abandonnent et ils ne trouvent pas d'aide et c'est compliqué. Du coup, je vous propose pour conclure, de regarder une petite vidéo qui résume très très bien ces enjeux. Vous aurez le lien et si vous voulez la réutiliser aussi pour vos ateliers ou pour vos partenaires, n'hésitez pas. Imagine ta vie sans Internet aujourd'hui. Jean-Luc, lui, c'est un mec hyper connecté. Il a le matos et il sait s'en servir. Sa maison, c'est grâce au site de petites annonces. Son job, sur Internet. Les transports, les vacances, la sécu, les actus, les sorties, l'accès à la culture et à la formation. Et même la petite Solange. C'est sur Internet qu'ils se sont rencontrés, mais c'est pas encore fait. Mais Jean-Luc, t'imagines ta vie aujourd'hui sans Internet ? Faute d'argent ou de compétences informatiques, de nombreuses personnes sont déconnectées. Les exclus du numérique, ce sont les personnes âgées, les non-diplômés et les foyers à bas revenus. Toi, Jean-Luc, Internet, ça te booste. Tu vas vite, très vite. Mais pour d'autres, c'est carrément un frein. Alors, Jean-Luc, tu la vois, la fracture numérique. Donc oui, cette vidéo, elle illustre assez bien quand même ces enjeux. Aujourd'hui, l'enjeu le plus pressant, c'est l'accès aux droits dans un contexte de dématérialisation, avec la loi Action publique 2022 notamment, qui va faire que l'intégralité des démarches administratives vont être dématérialisées. Mais on voit bien que l'enjeu autour de ces questions d'inclusion numérique, il est bien plus large que ça. L'enjeu aussi, c'est de faire que le numérique ne vienne pas renforcer des inégalités déjà présentes entre ceux qui ont pris le train du numérique et voilà, comme on le voit dans la vidéo, qui vont être boostés par cette maîtrise du numérique, et ceux qui sont un peu plus en difficulté et qui, du coup, potentiellement vont rencontrer certains freins dans leur insertion professionnelle, par exemple. Donc, c'est vraiment un enjeu de société à faire que le numérique soit plus un outil de pouvoir d'agir pour tous les citoyens, plutôt qu'un vecteur d'inégalités qui viennent renforcer des inégalités, encore une fois, qui sont présentes. On pense toujours, et très naturellement, et c'est normal, aux personnes seniors parmi les publics en difficulté. Mais là, comme on l'a vu, finalement, le problème est peut-être un peu plus large que ça. Hein. C'est finalement les personnes les plus touchées par la fracture numérique, et y compris parmi les personnes seniors, c'est les ménages à bas revenus, c'est les personnes peu diplômées. Et donc, c'est en général les personnes les plus précaires qui sont les plus touchées. Et donc, c'est un peu la double peine. Et voilà. D'ailleurs, donc le Conseil national du numérique, j'aime bien leur définition justement de l'inclusion. Hein. C'est l'inclusion sociale dans une société et une économie où le numérique joue un rôle essentiel. Encore une fois, on le voit encore plus depuis mars 2020 qu'on vit la crise sanitaire qu'on vit. Là, il y a eu vraiment un impact terrible sur toutes les questions de continuité pédagogique, de continuité aussi professionnelle pour ceux qui télétravaillent, et finalement des enjeux qu'on avait un peu mis sur le tapis, qui étaient la question de l'accès à la connexion, de l'accès à l'équipement, qu'on pensait presque résolu. Finalement, c'est revenu quand même sur le devant de la scène avec cette crise sanitaire.
on a bien vu que, par exemple, dans des familles qui étaient équipées et connectées, à partir du moment où il y avait plusieurs enfants, que les parents télétravaillaient, forcément, ça compliquait la chose. Donc, il y avait plus de gens qui étaient connectés sur le réseau. Et surtout, il fallait autant de matériel informatique que de personnes pour que chacun puisse suivre ses activités. Un impact aussi en matière de lien social, d'accès aux droits toujours. Et donc, à partir du premier confinement, donc il y a toute la communauté de la médiation numérique qui s'est mobilisée sur une plateforme qui s'appelle Solidarité numérique. Pareil, vous retrouverez le lien sur le mémo que je vous enverrai, avec le numéro de téléphone surtout, puisque du coup, c'est aussi surtout un centre d'appel avec des médiateurs numériques au bout du téléphone. Donc, ils vont accompagner dans la mesure du possible à distance les personnes en difficulté. Et donc, voilà, ce numéro est toujours actif à ma connaissance. Je ne sais pas s'il va être maintenu avec le déconfinement. Mais en tout cas, ça peut être aussi, c'est bon à savoir pour vos publics si jamais le contexte évolue. Et juste un petit rajout par rapport à ce site Solidarité numérique, en plus d'être une plateforme d'appel téléphonique qui a été très consultée pendant les périodes de confinement, les gens appelaient pour résoudre des problèmes face aux écrans, c'est en plus une très bonne plateforme pour des ressources pour les médiateurs numériques où on trouve plein de tutos sur des pas à pas pour l'accès à certaines démarches, très bien fait, puisque voilà, ils savent que c'est aussi un point de regroupement de ressources pour les médiateurs, en plus d'être une plateforme pour les habitants. À toi la parole. Effectivement, oui, forte mobilisation et beaucoup d'appels reçus. Évidemment, question numéro 1, c'était les démarches administratives, mais pas seulement. Il y avait communication avec les proches, la recherche d'informations. Voilà, pour y avoir un petit peu participé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes aussi qui appelaient presque parfois juste pour parler. Voilà, c'était vraiment et vraiment les médiateurs qui sont mobilisés ont été vraiment géniaux. La plateforme, je crois qu'elle a été mise en place une semaine après le premier confinement, donc il y a eu vraiment une mobilisation sans précédent. Donc, on va passer du coup au rôle de l'aidant numérique et donc sa place dans la chaîne d'accompagnement, puisqu'on n'arrête pas de parler d'aidant numérique depuis le début. Et bon, j'imagine que vous commencez à maîtriser le sujet, mais parfois on ne sait plus. Alors, médiateur, aidant numérique, qui est qui fait quoi. Donc c'est important de redéfinir aussi un petit peu de quoi on parle. Les aidants numériques, déjà là moi je vais parler uniquement de la sphère des aidants numériques professionnels. Comme on l'a vu tout à l'heure, les premiers aidants numériques, parfois c'est la famille ou des bénévoles. Là, pour le coup, ça rentre quand même un peu plus dans la sphère professionnelle, puisqu'ils sont rattachés à des structures. Mais en gros, les aidants numériques, c'est tous les professionnels qui accompagnent des publics en difficulté, qui sont en lien avec eux, mais qui ne sont pas médiateurs numériques. Dans cette catégorie-là, on peut retrouver les travailleurs sociaux et les acteurs de l'action sociale en premier lieu. Que ce soit dans les centres médico-sociaux, centres sociaux, CCAS, dans les associations de solidarité. Pareil pour les professionnels aussi de l'insertion professionnelle. Je pense aux structures d'insertion par activité économique qui sont à la fois, du coup, en tant qu'accompagnateurs sociaux professionnels, sont à cheval entre l'accompagnement social et l'accompagnement professionnel, les agents des collectivités, les services déconcentrés de l'État, les organismes de services publics. De plus en plus, par exemple, les conseillers Pôle emploi, CAF, sont de plus en plus aussi confrontés à ces questions-là. Donc, il y a un établissement France Service, si j'ai bien compris, autour de la table, mais les MSAP et les espaces France Service font partie aussi potentiellement de ces aidants. Parfois, des aidants sont aussi médiateurs, mais là, voilà, vraiment, ils vont, entre guillemets, moi, quand j'entends aidants numériques, c'est plutôt, je parle des personnes qui ne sont pas médiateurs numériques, mais qui vont être à même de pouvoir orienter les publics vers ces médiateurs. Évidemment, du coup, les bibliothécaires et les médiathécaires qui sont depuis très longtemps très moteurs sur ces questions de médiation numérique et qui, de plus en plus, pareil, ont des personnes qui viennent utiliser des ordinateurs, parfois l'imprimante,
pour faire des démarches au sein de la bibliothèque et ils sont de plus en plus confrontés. Là, pour le coup, avant de rejoindre Dubic, moi, je travaillais pour Bibliothèques sans frontières sur un programme justement spécifiquement sur ces questions, et c'est vrai que c'était un sujet qui était quand même de plus en plus récurrent pour les bibliothécaires. Et puis, voilà, je l'ai déjà cité, mais les professionnels de l'insertion professionnelle, Pôle emploi, les missions locales, et voilà, et la liste n'est pas exhaustive, hein, parce que y en a sûrement beaucoup plus. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est toutes les personnes qui, au sein des structures, qu'elles soient publiques ou privées, que ce soit des entreprises ou des associations, vont voilà, faire face à des publics en difficulté avec le numérique et devoir les orienter ou les accompagner. Pourquoi est-ce que finalement on en parle de plus en plus de ces aidants numériques, et pourquoi est-ce que leur rôle il est crucial finalement dans cette chaîne d'accompagnement? C'est que on se rend compte que les publics les plus en difficulté avec le numérique sont les moins à même de se déplacer dans un espace numérique pour se former. C'est un problème qu'on peut retrouver par exemple pour les personnes en situation d'illettrisme. Forcément, le premier lieu dans lequel elles ont pas forcément envie d'aller, c'est une école ou une bibliothèque. C'est un peu le même sujet et la même problématique avec les personnes en difficulté avec le numérique, même si de fait, de par le contexte, de plus en plus, elles sont moteurs là-dessus. Mais tout l'enjeu, en fait, c'est d'aller vers les publics les plus éloignés, les plus isolés, et de pouvoir créer ce lien avec le médiateur numérique. Encore une fois, on revient à ces questions de mise en confiance, de motivation. Très souvent, l'aidant va peut-être avoir un lien de confiance, une certaine proximité avec son usager. Ça dépend encore une fois des structures et de la récurrence de l'accompagnement. Mais c'est vrai que ça va être vraiment le plus à même, en fait, d'identifier et d'effectuer ce travail de repérage des personnes en difficulté et d'orientation. Parfois, il sera même amené à assister la personne, par exemple, si dans le cas d'une urgence administrative, on y reviendra. Et on y reviendra aussi, par exemple, si on fait le parallèle avec les passes numériques, l'aidant, ça va être celui qui va prescrire le pass numérique pour orienter vers le médiateur numérique. Et encore une fois, parfois, un aidant une personne peut avoir les deux casquettes d'aidant et de médiateur numérique. On estime que les médiateurs numériques vont être plus portés vers l'accompagnement à l'autonomisation et la montée en compétences, mais dans la réalité des faits, de plus en plus aussi, des médiateurs numériques accompagnent sur les démarches administratives. Pardon. Donc là, on va passer à la partie vraiment ressources et outils. Donc, comme je l'ai présenté tout à l'heure, avec 3 grandes étapes: l'accueil, le diagnostic, l'accompagnement, avec à la fois la question de l'assistance sur les urgences administratives, mais aussi des outils qu'on peut utiliser pour accompagner vers l'autonomisation et la montée en compétences. Et on finira avec l'orientation, le réseau local, la cartographie de Haute-Vienne et le déploiement des passes numériques sur le territoire. Donc, cette première étape, pourquoi est-ce qu'elle est cruciale, cette première étape d'accueil et de diagnostic? C'est comme un médecin, pour avoir la bonne prescription, il faut avoir le bon diagnostic, et avoir ce diagnostic et cette évaluation. Ça va pouvoir vous permettre, en tant qu'accompagnant ou prescripteur, de placer le curseur sur le besoin en accompagnement. Donc, aujourd'hui, on estime entre 20 et 40% de personnes en difficulté, en grande difficulté sur les outils numériques en France. C'est compliqué d'avoir un curseur très précis sur ces questions, parce que, et même certains disent finalement, c'est pas fixe, c'est 20 à 40%, c'est pas, on fait tous partie de ces 20 à 40% à un moment ou à un autre de notre vie, même en étant parfois un peu geek, il nous arrive tous d'être un jour en difficulté avec l'outil numérique. Mais pour certains, effectivement, on va avoir vraiment des freins beaucoup plus importants. Donc, sur ces 40%, il est estimé environ 7% de très grands exclus du numérique qui n'ont pas accès ni à la connexion, ni à l'équipement, ni aux compétences. Et
et qui, pour diverses raisons, ne sont pas forcément en capacité d'apprendre pour le moment. Voilà, on peut avoir des grandes difficultés sociales, de santé, des problématiques d'illettrisme, des problématiques avec des personnes aussi, par exemple des réfugiés, des personnes sans domicile fixe, où parfois c'est loin des priorités et on n'est pas en capacité d'apprendre. Et là, pour le coup, ça va être vraiment justement les personnes qu'il va falloir assister et faire dans la mesure du possible avec les démarches, avec eux les démarches administratives. Mais parfois, on va être aussi obligé de le faire à leur place. Et là, encore une fois, on verra tout à l'heure les bonnes pratiques. Ensuite, 19% débutants à intermédiaires avec pas ou peu de compétences, mais avec une capacité à se former. Et là, on va pouvoir les orienter vers un premier parcours, par exemple, sur les compétences de base. Là, ça va être toujours l'enjeu de savoir est-ce que la personne que j'accompagne, est-ce qu'elle est en capacité d'apprendre, est-ce qu'il est intéressant pour elle que je fasse à la place d'eux, ou est-ce qu'il n'y a pas du sens à ce que quand même je l'oriente vers un parcours de montée en compétences et d'autonomisation, puisque si elle revient si elle a la capacité à se former, peut-être que plus que de revenir chaque mois pour vous demander de faire la même démarche, l'accompagner à vraiment s'autonomiser sur cette démarche. Et enfin, 14% qu'on estime plus avancé, où là, ça va être vraiment plus un manque de motivation, une peur de se tromper. Et là, on va être vraiment plus sur un petit coup de pouce, et notamment pour les démarches administratives un peu complexes. Les bonnes pratiques sur la posture, sur l'accueil, la neutralité, c'est-à-dire que par exemple quand on va parler d'une démarche administrative, surtout ne pas se prononcer sur le bon aboutissement ou non de cette démarche. Essayer quand même de garder entre guillemets une certaine distance. En tant qu'aidant, on a toujours envie de bien faire et d'aider la personne, mais il faut aussi être vigilant. C'est aussi un moyen de se sécuriser, mais aussi de sécuriser l'usager qu'on accompagne, et de pas, par exemple, créer de faux espoirs sur l'aboutissement d'une démarche où on n'a pas la main dessus. Évidemment, la confidentialité des avis des données personnelles, puisque du coup, sur les démarches administratives, vous allez être amené à toucher à leurs données personnelles, que ce soit les emails, les identifiants de connexion, voire parfois des données encore plus personnelles relatives à un dossier administratif avec les revenus, etc. Donc, vraiment dans la mesure du possible, quand on est amené à faire des démarches administratives, essayer de le faire dans un cadre qui est propice à cette confidentialité, qui, si possible, n'est pas un lieu de passage, dans l'idéal, un endroit clos. Dans la mesure du possible, je le précise parce que je sais que c'est pas toujours simple dans certaines structures, mais dans tout cas d'être assez vigilant sur ces questions pour vous, encore une fois, et encore une fois pour votre usager. C'est très important aussi de le sensibiliser aussi, parce que peut-être que là, il se sentira en confiance avec vous, à juste titre, mais le sensibiliser à être vigilant aussi quand, dans certains autres cadres, s'il se connecte sur un ordinateur, par exemple, en libre accès, d'être très, très, très vigilant sur les données personnelles qu'il laisse sur les ordinateurs. Toujours cette question de savoir où on place le curseur entre assistance et ou orientation vers l'autonomie. Encore une fois, parfois on a envie de bien faire, ou on se dit que ça va prendre peut-être finalement moins de temps de le faire soi-même que de le faire avec la personne, mais c'est vrai que c'est important aussi pour, en tout cas, les publics qui le peuvent, d'essayer aussi de les accompagner vers l'autonomie, et encore une fois en les orientant vers des structures de médiation, aussi leur ouvrir d'autres champs aussi du numérique que les démarches administratives. Il y a plein de personnes qui
ont connu les outils numériques, par exemple, dans les années 90, à l'époque de Windows 98 et des vieux logiciels qui ramaient un peu, etc., qui gardent un mauvais souvenir du numérique, du coup. Voilà, il faut, enfin, voilà, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'outils qui sont de plus en plus simples d'utilisation. Quand, encore une fois, les publics ont la capacité et aussi, bah, voilà, leur ouvrir sur d'autres choses, sur de la formation, sur l'accès à l'éducation, à l'information, à la sécurité en ligne aussi, puisque les personnes les plus en difficulté sont en général les plus aussi à même de se faire arnaquer en ligne. Donc là encore, c'est un peu la double peine, mais il faut être vraiment voilà, assez vigilant là-dessus et penser à sensibiliser ses usagers tout en les mettant en confiance, voilà. Et encore une fois, parfois c'est source d'anxiété pour les personnes, donc veiller à aussi questionner sans forcément mettre en difficulté. C'est toujours un subtil équilibre qui n'est pas évident. Là-dessus, ce qui est bien d'avoir et que vous avez justement prévu de travailler avec Pierre Garot, c'est au sein d'un réseau de co-construire une charte de l'aidant numérique. En général, selon les territoires, on va retrouver quand même les grandes bonnes pratiques que je viens de vous présenter. Mais c'est aussi peut-être important que vous y réfléchissiez ensemble, que vous vous demandiez ce que vous avez envie d'y mettre dans cette charte. Ce qui peut être aussi intéressant, là, vous avez justement l'image de la charte de l'aidant numérique du réseau du Lot-et-Garonne, qui est très bien. Mais encore une fois, j'incite toujours les réseaux à aussi travailler, parce que c'est aussi bien de travailler le fond que la forme et d'en discuter aussi entre vous. Eux, ils ont aussi créé une notice, une petite affiche d'information pour les publics que j'ai là, qui est super. Bon, vous n'allez pas voir du coup, mais voilà, c'est vraiment très bien ah non, c'est pas la bonne. Voilà, c'est information au public relative aux démarches administratives pour afficher dans les lieux où du coup, ils vont très simplement, pareil, sensibiliser l'usager aux services proposés et à la confidentialité, à la responsabilité sur ces données personnelles. Donc là, vous avez un rendez-vous programmé avec Pierre le jeudi 20 mai au matin pour travailler justement sur ce sujet. Donc, Tout à fait. Je prends la parole rapidement sur ce rendez-vous, juste la diapo d'avant. Donc en fait, effectivement, c'est une proposition d'un temps de travail qui pourra rassembler toutes les personnes qui ont envie de s'investir pour la construction partagée d'une charte. Effectivement, réfléchir ensemble aux principes qui vont définir les relations entre l'aidant numérique et les habitants, en étant vigilant au cadre déontologique dans lequel on le fait, au côté sécurisant qu'on pourra avoir à la fois pour le bénéficiaire et puis pour le professionnel. Donc, je vous ai envoyé par le chat un petit lien qui permet de s'inscrire à ce temps-là. Bon, forcément, en ce moment, c'est en visio. Mais voilà, c'est le démarrage d'un projet qui a déjà été amorcé par déjà certains partenaires au niveau local. Effectivement, il y a des choses qui sont faites dans plein d'autres départements, dans plein d'autres régions, avec des principes qu'on retrouve partout, mais c'est bien que le réseau local et départemental s'en saisisse. Donc, n'hésitez pas, le lien pour s'inscrire est dans le chat. C'est le 20 mai au matin. Je te laisse la parole, Clélie. Merci. Je vais te relaisser peut-être la parole si justement là sur l'accueil et le diagnostic, on trouvait intéressant de reprendre le travail qui avait déjà été fait sur un précédent webinaire avec le réseau au travers de ces personas. Peut-être pas, Pierre, tu vas en dire 2 mots sur le travail qui a été fait. Alors, 2 mots rapides, puisque c'était l'objet du premier jeudi de l'inclusion numérique en Haute-Vienne, donc avec 2 outils qui avaient été travaillés par certains partenaires du réseau, à savoir la préfecture, la CPAM, la CARSAT, la MSA, je vais peut-être en oublier, mais en tout cas, l'idée c'était de travailler sur à la fois un outil, une forme de petit questionnaire très rapide qui permettent en fait en cas de question de saisir le besoin par rapport au numérique d'une personne qu'on était amené à accueillir avec est-ce que vous avez déjà utilisé seul un ordi, une tablette ou un smartphone pour aller sur Internet, oui ou non? Est-ce que vous avez déjà une adresse de messagerie électronique? Est-ce que vous savez l'utiliser seul pour envoyer des emails? Est-ce qu'il vous arrive d'effectuer seul des démarches sur Internet et des démarches ou des recherches?
Et en fait, selon le niveau de réponse, on savait si le besoin était sur un premier coup de pouce ou un accompagnement plus poussé. Donc, je vous invite si vous voulez plus d'infos sur ces outils, puisque l'autre outil, c'était un kit persona. Donc, en fait, un outil qui permettait en fait de mieux connaître les profils de public qu'on pouvait rencontrer sur nos lieux et les moyens qu'on pouvait utiliser pour les sensibiliser à l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à utiliser le numérique, avec, on va dire, des profils types de personnes. Alors peut-être qu'il y avait ce côté un peu de faire rentrer les gens dans des cases, mais c'était repérer en tout cas des profils de personnes qu'on va pouvoir être amené à accueillir et savoir comment on pouvait les motiver sur soit de la formation, en tout cas le fait de les accompagner vers de la montée en compétences ou du coup de main. Donc là, tous ces outils sont disponibles. Vous avez l'adresse en bas, la Haute-Vienne numérique, l'adresse sur WordPress. C'est pour l'instant un site un peu en construction, mais qui permet de rassembler toutes les ressources. C'est d'ailleurs là aussi où se trouveront les ressources de ce webinaire en début de semaine prochaine. Mais bon, du coup, je ne prends pas trop de temps parce que c'était l'objet d'une heure le mois dernier. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, le premier outil pour évaluer, c'est vraiment ces premières questions où on peut s'appuyer sur un petit questionnaire qu'on a à disposition, etc. Mais aussi, une fois qu'on est un peu plus à l'aise, juste simplement au travers de quelques questions glissées dans la conversation, se faire une première idée du besoin de la personne et de la base de compétences qu'elle a. Ensuite, il y a 2 outils un peu références pour aller plus loin dans l'évaluation, enfin, plus loin. En tout cas, pour Pix, ça va permettre d'aller plus loin. Les bons clics, un super outil aussi d'évaluation, mais qui, voilà, finalement, va résumer aussi un petit peu ces premières questions et surtout qui est complètement adapté à des publics très éloignés. Et on repassera, je vous montrerai sur le site comment ça fonctionne. Là, j'avance un petit peu vite pour justement passer à la démonstration plus tard. Il y a plusieurs outils. Ce qui est toujours très bien sur les bons clics, c'est qu'il y a différentes modalités. Vous allez avoir le questionnaire à imprimer, à garder sous la main. Vous avez le questionnaire le test où vous allez pouvoir mettre la personne vraiment en condition. Là, donc, par exemple, là, les copies écran là, que j'ai faites, c'est par exemple, c'est extrait de ce test. On va mettre la personne en condition sur l'ordinateur et voir déjà, par exemple, vraiment des compétences de base. Est-ce que déjà la personne elle a des freins autour de la lecture-écriture, qui est un des premiers freins pour le coup sur le numérique. Et en fonction, ils vont vous dire, en fonction des réponses, ils vont pouvoir orienter vers le bon parcours, en tout cas vers le bon niveau de parcours. Pix, c'est vraiment là pour le coup le service public en ligne. Pour certains qui ont connu le B2I, qui ont passé, il me semble, parfois dans les collèges, c'est un peu le remplaçant de ce fameux B2I avec un compte pour chaque citoyen qui le souhaite tout au long de sa vie, où on va pouvoir évaluer ses compétences, les développer et surtout l'intérêt de Pix, c'est que derrière, une fois qu'on les a développés, on peut les certifier pour une quarantaine d'euros et qu'on peut financer via le compte personnel de formation. Ça, c'est hyper intéressant, notamment, par exemple, pour les publics en insertion professionnelle. Par exemple, parmi les salariés en insertion, il se trouve que y a des personnes qui ont des freins à l'insertion qui ne sont pas le numérique et qui, parfois, ont même des très, très bonnes compétences sur le numérique. Et dans ce cas-là, c'est hyper intéressant de pouvoir les valoriser au travers d'une certification. Pour rajouter cette corde à son arc sur son CV. Il y a une version Pixorga et pareil, je vais vite pour vous faire une petite démonstration. Alors, Clélie, je t'interromps 2 secondes parce qu'il y avait justement une réaction, mais qui finalement introduit ce dont tu vas parler juste après. C'est que finalement, Pix, ok, très bien, c'est un bel outil de certification des compétences, mais qui ne s'adresse pas forcément à un public de néophytes, parce que déjà, il faut s'inscrire. Alors déjà, c'est vrai que encore une fois, on revient sur cette évaluation, le bon diagnostic pour la bonne prescription. Clairement, si on est sur des publics vraiment en difficulté sur les compétences de base,
on va privilégier des outils comme Pix, comme les bons clics. Alors que Pix, effectivement, dans sa version, on va dire classique, mais justement, on vous tease, mais on va arriver sur une version il y a une nouvelle version qui est adaptée pour les publics en difficulté. Si on met une personne en grande difficulté sur Pix, de suite, je pense qu'il part en courant. Donc non, ce n'est pas du tout effectivement adapté dans sa version classique à des personnes qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Par contre, et on va y venir après, il y a justement deux nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées à Pix. C'est vraiment très très récent. Moi, pour vous dire, j'ai mis la main dans l'outil que justement cette semaine pour pouvoir vous faire une démonstration. Et donc, il y a une version de diagnostic qui est prévue spécifiquement pour les personnes en difficulté. Il y a environ 10 questions, ça dure environ 20 minutes. Et comme pour la version classique de Pix, les questions suivantes sont adaptées selon le niveau de réponse qui ont été données précédemment. Donc, ce qui est intéressant aussi avec Pix, c'est que ça va être un peu évolutif. Il y a un système un peu d'intelligence artificielle qui fait que les questions qui vont vous être posées à suivre sont adaptées selon les réponses précédentes. Voilà. Bon, après, c'est un tout nouvel outil pour la version ABC Diag. Je n'ai pas encore eu le temps vraiment de bien le mettre en pratique, notamment avec des publics, mais peut-être qu'il sera perfectible. En tout cas, moi, je suis très contente qu'il y ait enfin cette version, justement, pour les publics les plus en difficulté. Je passe très très rapidement dessus, mais si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Le kit d'intervention rapide est pareil, j'y reviendrai après. Pareil, alors ce qui est intéressant, c'est que là, ils vont sur cette plateforme centraliser plein de ressources finalement sur les différents aspects qu'on va voir, qu'on est en train de voir. Que ce soit l'accueil, le diagnostic, l'accompagnement et l'orientation. Et sur le primo-diagnostic, voilà, il y a différentes aides au questionnement et justement au positionnement en fonction de cette première évaluation. Donc, sur cette question vraiment d'accueil et de diagnostic, crucial, adapter toujours toujours selon le temps et les outils disponibles. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps, posez ces premières questions de base que Pierre vous a présentées, c'est vraiment la base. Et puis, si vous avez un peu plus de temps et d'outils, ça peut être intéressant d'aller plus loin sur un questionnaire peut-être un peu plus poussé, sur les bons clics ou sur Pix. Ce qui est intéressant aussi là-dessus, et notamment avec Pix ou alors avec un questionnaire personnalisé, c'est que vous allez pouvoir aussi faire un suivi finalement de l'accompagnement des publics. Là, je cite par exemple un exemple concret, une structure qu'on accompagne sur le Lot-et-Garonne, qui est une association d'insertion. Eux, systématiquement, toutes personnes qui vont accompagner, donc ils ont leur questionnaire qu'ils ont complètement personnalisé, en fonction aussi des outils du territoire. Par exemple, je prends l'exemple vraiment Lot-et-Garonnais, mais qui est très intéressant. À l'échelle du Lot-et-Garonne, il y a un service de mobilité, de bus mobilité pour les personnes qui n'ont pas de moyens de déplacement. Par exemple, s'ils doivent aller à un rendez-vous professionnel ou de santé, ils peuvent faire appel à ce service qui est gratuit. Et donc, il y a un chauffeur, un minibus qui va venir les chercher, les amener à leur rendez-vous, etc. Évidemment, mais du coup, les personnes les plus concernées sont parfois les moins informées sur ce type de dispositif. Donc, par exemple, eux, il leur semblait hyper important de vérifier que toute personne accompagnée avait la connaissance de ce dispositif et savait s'en servir. Donc, ils évaluent et là, pour le coup, ils ont vraiment adapté à leur territoire, à leurs besoins, à leur spécificité en tant qu'association d'insertion. Avec, par exemple, aussi, savez-vous vous servir du compte personnel de formation, sur voilà, des choses comme ça. Donc, ça va vous permettre derrière, eux, ça leur permet d'avoir un suivi, de savoir leur public, quand ils rentrent et quand ils sortent, quelles ont été les évolutions, quels ont été les progrès faits en numérique, et derrière, de pouvoir aussi rendre compte aussi de leur action auprès de leurs partenaires, auprès de leurs financeurs, et de valoriser finalement tout ce travail qui est mené. Toujours voilà, et adopter une posture bienveillante, rassurer, mettre en confiance quand on voit que la personne n'est pas à l'aise, assister quand c'est nécessaire, tout en gardant une posture neutre et confidentielle, et voilà, essayer dans la mesure de possible de conseiller et de motiver vers la montée en compétences quand c'est possible.
Hop, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, Pierre, tu me coupes si jamais. Tout à fait. Je reste en veille. Je vois juste donc je carbure un peu. Oui, je vois, on est pas mal, il est moins 10, donc on est ensemble jusqu'à 15h30. Après, il y avait justement des réactions par rapport à Pix et son côté un peu freinant parce que nécessitant des inscriptions. Effectivement, ABC Pix, c'est un outil qui permet finalement d'accéder à des tests sans inscription. Par contre, pour pouvoir profiter de toutes les potentialités en fait de cette plateforme qui finalement fait partie de Pix.org. Mais il y a eu un financement de la part de l'État pour que toutes les structures de médiation numérique puissent accéder gratuitement à ces modules-là, ABC Pix, ABC Diag, qui sont vraiment dédiés à du public débutant. Et pour pouvoir accéder à ces plateformes, il y a quand même une inscription qui est pas si simple que ça, en tout cas qui prend un petit peu de délai, mais il est fort probable, parce que pour en avoir déjà discuté avec pas mal de structures de la Haute-Vienne, qu'on ait un temps de présentation vraiment de ces outils spécifiques, parce qu'ils intéressent plusieurs structures. Voilà, il y a certainement il y a plein de choses à faire avec ces outils-là, beaucoup plus souples que Pix. De toute façon, ça ne s'adresse pas au même public. Mais on vous reparlera très bientôt d'ABC Diag et d'ABC Pix avec, pareil, on pourra peut-être glisser dans le mémo un lien de test bonne idée, très bonne idée, puisque en plus, du coup, là, c'est bon, vous voyez mon écran là de voilà. Parce que justement, je suis allée mettre la main à la pâte pour justement faire un test. Donc, effectivement, une fois qu'on a accès, je trouve que l'outil Pixorga est relativement simple. Moi, au début, j'avais un peu peur et au final, j'ai trouvé ça assez simple. Donc là, par exemple, j'ai créé un groupe. Je veux leur faire l'accès, le ABC Diag. Hop, ils ont un lien, ils n'ont pas besoin de s'inscrire. Il suffit qu'ils cliquent sur le lien. J'espère que je ne vais pas avoir de soucis avec les aléas du direct. Non, c'est bon. Alors, là, voilà. Si la personne a déjà un compte, il lui est quand même proposé de lier son Diag à son compte. Si elle n'en a pas, il peut quand même faire le test. Merci, votre profil a bien été envoyé, etc. Et donc, ah non, alors là, pardon, excusez-moi, je ne suis pas sur le bon test. Là, c'est vraiment, il va avoir accès, la structure de médiation numérique va avoir accès à, du coup, l'avancée de la personne sur Pix. Donc moi, par exemple, je fais partie du groupe, je les rejoins et il va voir que j'ai un niveau très très bas sur Pix, que j'ai pas le temps de compléter, voilà, que j'ai 83, que je suis au niveau 5 de mener une recherche et une veille d'information, que voilà, j'ai commencé à le module s'insérer dans le monde numérique, mais voilà, qu'il me reste plein de modules à aller voir. Et surtout, moi, ce que je voulais vous montrer qui est intéressant, donc c'est sur le test, pardon, parce que du coup, c'est les aléas du direct, je ne vous ai pas montré le test. Donc sur le test, hop, mince, pardon, j'envoie le lien à la personne, hop, CTRL-V. On lui envoie ou on lance le lien sur l'ordinateur sur lequel on l'a installé pour l'atelier. Exactement. Donc là, je l'ai déjà fait un peu le test. Ouais, donc, là, c'est la fin du test. C'est les résultats du test. Là. Donc ça, c'est les résultats. Donc ce qui est intéressant avec Pix toujours, c'est qu'on va plus vous amener vers les moyens d'aller chercher la réponse que de vous donner la réponse de suite. Encore une fois, là, c'est même sur cette version ABC Diag, je me suis dit que bon, voilà, vraiment, encore une fois, il faut quand même avoir des compétences de base, c'est-à-dire que il faut quand même savoir manier la souris à minima et taper sur un clavier, allumer un ordinateur. Voilà, évidemment, des personnes qui n'ont jamais touché un ordinateur et qui ne maîtrisent pas le maniement de la souris, ce ne sera pas pour de suite. Voilà par exemple, l'exemple de test, on en a recommencé un. Ah, on vient voilà. Et derrière, donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir les résultats. Donc là, mon groupe, il n'a pas... j'ai un participant qui est en cours de test, mais du coup, à la fin, vous avez les résultats de toutes les personnes qui ont répondu au test. Et idem avec les modules suivis, ce qui va vous permettre vraiment de suivre les progrès et les besoins de vos usagers.
Encore une fois, c'est un outil qui s'adresse plutôt quand même aux structures de médiation numérique, hein. Donc là, on est plutôt sur, une intervention pour les aidants, hein. Mais bon, c'est quand même important de connaître quand même ces outils, même si on ne les utilise pas. Là, c'est le fameux kit inclusion numérique de la mission Société numérique que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Vous aurez le lien dans le mémo. Ce qui peut être intéressant, c'est, moi je trouve que c'est intéressant, alors c'est un travail qu'ils ont repris de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, qui avait mené tout un labo en fait sur les différents publics qui sont concernés par les difficultés avec le numérique, intégrant des personnes qui font partie de ces publics et des médiateurs et des acteurs qui sont, encore une fois, la grande diversité d'acteurs qui interviennent sur ces questions, avec, voilà, ils avaient creusé pour connaître les publics cibles et des pistes pour pouvoir les sensibiliser, leur donner envie. Donc un travail très très intéressant. Derrière, c'est des dossiers qui sont assez poussés. Par exemple, pour les missions locales, ça peut être intéressant, celui-là, sur les jeunes en démarche d'autonomie. Et tant que je suis sur le partage d'écran, je voulais vous montrer rapidement donc les bons clics. En général, quand même, vous êtes assez nombreux à connaître cet outil. C'est un peu un des outils incontournables, hein. Hop, apprenez. Donc là, vous avez, voilà, c'est les versions que je vous disais. On a toujours, ce qui est intéressant, la version simulateur en ligne, la version à imprimer et le diagnostic vraiment de mise en situation de la personne. Donc ça, c'est vraiment pas mal sur les bons clics et très utile quand on démarre en tant qu'accompagnant parce que tout est très très bien conçu pour des personnes qui se lancent dans l'animation d'atelier. Vous avez les déroulés pédagogiques, vous savez à peu près combien de temps vous allez devoir prévoir par accompagnement. Il y a des logiques de parcours en fonction des besoins de la personne. Et encore une fois, on y reviendra. Je ne suis pas sûre qu'on aura le temps, mais si besoin, on y reviendra. Alors, là, oui. Je fais une aparté de 17 secondes, justement sur les bons clics. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui assistent là au webinaire qui le connaissent, d'autres peut-être pas. En tout cas, s'il y en avait qui voulaient prendre le temps de le découvrir, qu'ils n'hésitent pas à me solliciter là-dessus. On peut organiser quelque chose. Clélie là vous a montré l'interface quand elle est inscrite en tant que structure de médiation numérique, mais les gens peuvent aller sur les bons clics simplement en disant tiens, moi je veux découvrir la souris, et il y a des exercices pour le double clic, le simple clic, le glisser déplacer. C'est une ressource complètement dingue. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez qu'on organise un temps dédié à ça pour ceux qui le découvrent et qui voudraient aller plus loin sur les bons clics. Donc oui, là, vous avez l'interface pour les personnes qui accompagnent, mais effectivement, comme le disait Pierre, en allant là en haut, je veux apprendre, on a l'interface pour les usagers directement qui souhaiteraient se former en autonomie ou alors si c'est au sein d'un atelier où vous voulez les mettre vraiment entre guillemets en autonomie, bah oui, vous allez pouvoir les mettre sur cette interface qui est vraiment super bien conçue. En plus d'un éventuel webinaire que vous pourriez organiser, sachez que quand vous vous inscrivez, vous avez aussi accès aux webinaires qui sont organisés par WeTechCare, qui est la structure qui a développé l'outil Les Bons Clics et qui organise très régulièrement des visios pour la prise en main de l'outil, mais aussi des visios thématiques. Par exemple, comment on fait pour accompagner les publics seniors, comment on fait pour accompagner les personnes en insertion. Et vraiment, voilà, encore une fois, c'est un super outil pour les publics très éloignés. Et si on doit connaître même un outil, je dirais, c'est quand même les bons clics. C'est le bon plan. Ouais, exactement. Et en plus, voilà, c'est complètement gratuit. En intégrant la communauté, vous pouvez même être identifié sur la cartographie des bons clics comme structure d'accompagnement. Et je ne l'ai pas montré, mais il y a un petit média qui permet aussi de faire de la veille sur justement un petit peu l'actualité autour de ces questions. Du coup, là, je vous propose de passer sur la question des démarches administratives. Donc, effectivement, en fonction de ce premier diagnostic et des freins qu'on a identifiés sur la personne, par exemple, si
comme tout à l'heure on a vu, a fait partie de ces 7% de grands exclus face au numérique, pour X raisons de handicap, de situation d'illettrisme, de difficultés de santé ou sociales. Vous allez potentiellement être amené à la faire à la place d'eux. Vous le faites peut-être déjà pour des personnes qui ont un faible degré d'autonomie, par exemple, qui ne savent pas manier la souris ou tout simplement qui ne savent pas écrire. Et dans ce cas-là, il faut quand même être relativement vigilant en tant qu'aidant numérique, puisque d'une certaine façon, on engage aussi sa responsabilité juridique, puisqu'on touche à de la donnée personnelle d'un usager. Et donc, il faut être relativement vigilant. Donc, il y a plusieurs cas de figure et de points d'attention vraiment à avoir. À savoir que, déjà, il est fortement déconseillé pour des bénévoles, des stagiaires et des services civiques d'être amenés à faire à la place d'eux. Concrètement, dans les faits, on sait que ça est parfois pratiqué, mais il faut être quand même très vigilant et essayer dans la mesure du possible que ce soit quand même des personnes salariées qui ont une certaine expérience pour pouvoir le faire. Toujours, encore une fois, je me répète, sensibiliser, responsabiliser la personne, notamment sur la question des données personnelles, du mot de passe, et vous sécuriser. Le cadre juridique sur ces questions, il est très simple, c'est qu'il y a les professions de l'action sociale qui sont encadrées par le secret professionnel, comme par exemple les assistants de vie sociale, et qui donc du coup, de par la loi, sont de toute façon encadrées par le secret professionnel et sont entre guillemets du coup autorisées à toucher à la donnée personnelle. Mais en dehors de ces cas, il est quand même fortement recommandé pour les dents de se sécuriser en utilisant notamment un mandat. Donc là, je vous mets l'exemple du coup de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui a mené un gros travail justement sur ces questions pour les travailleurs sociaux. Et il y a vraiment un certain nombre d'autres ressources qui sont assez intéressantes. Si parmi d'entre vous, vous avez il y a des travailleurs sociaux, ce dont je ne doute pas, ou simplement intervenant dans le secteur social. Donc, vous avez accès à la version Word de ce mandat. Donc, vous allez pouvoir la réadapter, évidemment, du coup, à votre structure, la lire et la faire signer avec l'usager. Ça permet déjà, de mettre un cadre à ça, vous de vous sécuriser. Et on va le voir aujourd'hui, il y a un outil qui est en plein déploiement dans le cadre du plan de relance, c'est Aidant Connect. Aidant Connect, donc c'est un outil qui est développé depuis 2019. Il y a les premières expérimentations ont lieu sur toute l'année 2020 auprès d'un grand panel de structures qui étaient des structures de médiation, mais pas seulement. Il y avait aussi des structures d'insertion, des établissements France Service, tout un tas de structures qui du coup ont pu tester l'outil, faire des retours pour améliorer l'outil. Et donc cette année, ça va être vraiment le grand déploiement d'Aidant Connect. Donc si c'est d'ailleurs quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà faire la demande d'habilitation en ligne. Et donc cet outil, ça va permettre en fait du coup de faciliter l'émission du mandat. Donc on va avoir un compte Aidant Connect qui sera rattaché à sa structure et tous les mandats et les comptes usagers qui vont être utilisés dans le cadre de démarches administratives pour le compte d'autrui seront centralisés dans cet outil. C'est un dispositif qui s'appuie sur France Connect, que vous connaissez peut-être déjà à titre personnel ou professionnel, qui déjà est venu quand même faciliter aussi la connexion aux différents services, puisque du coup, par exemple, je peux me connecter à Amélie avec mes identifiants de mes impôts. Et de plus en plus de services vont venir rejoindre le dispositif France Connect. Et donc, ça va permettre d'éviter cette pratique qui est assez courante, puis je dis ça mais sans jugement du tout de valeur parce que c'est les moyens du bord et les travailleurs sociaux font comme ils peuvent, mais c'est vrai qu'il y a une pratique assez courante d'avoir un petit carnet avec les identifiants et mots de passe de tous ces usagers.
avec tous les risques que ça présente derrière en termes de confidentialité et de sécurité des données, mais aussi, par exemple, un jour, si le collègue il est en congé ou il est en congé ou en arrêt maladie, si c'est centralisé sur cette plateforme EdenConnect, la personne va pouvoir avoir accès à tout l'historique des mandats qui auront été réalisés au sein de la structure. Et voilà, ça va vraiment venir quand même sécuriser et faciliter toutes ces questions de démarches administratives pour compte d'autrui. Je vous mettrai justement, on n'aura pas le temps de la regarder ce matin, mais dans les documents que je vais transmettre à Pierre pour vous retransférer, il y a une petite vidéo sur EdenConnect qui est très bien, sur justement les risques juridiques, un peu le cadre juridique de tout ça. Je le dis parce que c'est une question qui est récurrente quand je fais des interventions auprès des aidants numériques. C'est vraiment un point d'inquiétude. Et voilà. Donc, EdenConnect, donc aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà, en tant que structure, faire la demande d'habilitation. Le déploiement sur la Nouvelle-Aquitaine est prévu courant mai. Donc, on est déjà au mois de mai. Voilà, donc nous, il se trouve qu'en plus, nous sommes, tout à l'heure, j'en ai parlé, notre organisme de formation, on a été retenu dans le cadre de l'appel d'offres pour assurer, avec l'Insup, la formation de 1 jour et demi qui sera obligatoire pour les usagers de EdenConnect. Donc, il y aura une demi-journée en distanciel sur la prise en main de l'outil, mais il y aura aussi une journée plus large sur la posture et les outils de l'aidant numérique, qui permettra aussi d'aller plus loin qu'avec une petite visio d'1 heure et demie et qui vous permettra vraiment d'aller plus loin sur ces questions. Donc là, nous, on est sur les starting blocks. La semaine prochaine, on sera prêt à déployer dès que l'État nous donne le go et les listes de structures habilitées. Juste une petite aparté, Clélie, effectivement, hier, il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont présentes là, qui ont suivi un temps de présentation du dispositif EdenConnect. Il y avait notamment les structures Maison de service au public France Service. Et j'ai eu aussi des demandes de membres du réseau, alors plutôt là les gens qui sont amenés à faire à la place d'eux, puisqu'on est vraiment dans ce cadre avec le dispositif EdenConnect. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'avec Ubique, on essaierait de proposer aussi des temps d'information pour les structures qui n'auraient pas eu encore les infos et qui se demandent si elles souhaitent être habilitées ou pas. C'est en train de se déployer, donc des nouvelles là-dessus très très bientôt en lien avec Ubique, puisqu'ils sont le relais sur le déploiement Nouvelle-Aquitaine. Complètement. Je voulais vous faire une petite démonstration d'un autre outil et du coup, par la même occasion de pas de EdenConnect, mais de France Connect. Donc là, par exemple, je parle souvent de cet outil parce que il est finalement assez méconnu. Donc là, par exemple, voilà, je suis en train de me connecter avec mon compte des impôts à mon compte mesdroitssociaux.gouv. Bon, normalement, vous n'avez vu aucune de mes données personnelles. Hop, je me connecte à mes droits sociaux. Et ça, c'est vraiment quand même un outil à connaître. C'est hyper pratique. On a tous les droits sociaux qui sont centralisés dans un seul et même endroit. Du coup, là, moi, par exemple, je me suis connectée à mon compte. Et donc là, hop, vos droits. Donc, il y a un outil de simulateur. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Moi, je l'utilise aussi à titre personnel. C'est très pratique. Et c'est encore plus pratique, du coup, pour accompagner des publics sur leur accès aux droits. Donc là, par exemple, si on va autour de l'emploi, donc sur une seule page, on va avoir accès un petit peu sur toutes les ressources pour aller plus loin, par exemple Emploi Store. On va avoir accès du coup à ses allocations Pôle Emploi quand on y a droit, à son compte activité, enfin son compte personnel de formation. Et par exemple à tout ce qui va être relatif à la prime d'activité, qui a été l'un des droits où il y a eu le plus de non-recours aux droits. Voilà, et tout ça de façon super centralisée, logement, famille, santé, retraite, très très pratique cet outil. Voilà, un outil très très pratique avec quand même le préalable, c'est d'avoir un accès France Connect. Complètement. Qui est tous les gens qui sont amenés à accompagner des personnes dans leur démarche le savent. Souvent le point de départ pour après avancer dans des démarches sans trop s'y perdre avec les questions de mots de passe.
Même si la question du mot de passe reste entière avec France Connect, mais au moins, il y en a déjà un seul à mémoriser. Complètement. Typiquement, voilà, la question du mot de passe, ça pourrait être un atelier à part entière. Voilà, moi, quand on a un peu plus de temps, on passe un petit peu rapidement dessus pour avoir un peu des bonnes pratiques facilement mémorisables, etc. C'est vrai que voilà, bonne pratique, c'est vraiment s'il y a bien un mot de passe à sécuriser, à retenir, c'est son mail. Ça, je vais pas vous l'apprendre parce qu'en général, c'est pareil. Ça fait partie un peu des premiers sujets problématiques que rencontrent les aidants. C'est la question de la mémorisation des mots de passe par leurs usagers et notamment sur la question de l'adresse mail principale. Du coup, pour accompagner à l'autonomisation, je passe très très rapidement dessus puisqu'on l'a vu rapidement, les bons clics, Pix avec du coup ces versions Pixorga qui précédemment étaient payants pour les structures et là qui dans le cadre du plan de relance va être gratuit pour les structures de médiation numérique, donc il faut en profiter. Et la version ABC Pix pour les publics les plus éloignés. Voilà, bonne pratique. Encore, je vais me répéter un petit peu, mais privilégier à côté d'eux, s'appuyer même sur l'accompagnement dans la démarche pour faire aussi, essayer d'avoir une démarche pédagogique aussi sur l'autonomisation. Voilà, et quand c'est vraiment nécessaire, évidemment, faire à la place d'eux, en particulier quand il y a des urgences avec un risque de décrochage ou de perte des droits, mais le faire en toute sécurité et responsabilité. Toujours sensibiliser l'usager, relire à haute voix aussi avec l'usager les informations qui ont été renseignées. Hyper important, voilà, à la fois pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qui aura été complété et encore une fois aussi pour sensibiliser la personne au fait que voilà, c'est ses données personnelles et que voilà, il faut qu'il ait la main dessus. Et puis, avant de passer à l'orientation, voilà, encore une fois, là on a vu quelques outils pour accompagner vers l'autonomie. Mais en tant qu'aidant numérique, on n'a pas toujours le temps ou l'envie ou la capacité à le faire. Heureusement, il y a plein d'acteurs qui existent, plein d'acteurs, de plus en plus d'acteurs sur les territoires pour justement accompagner et mieux vaut une bonne orientation qu'un mauvais conseil en matière notamment de démarche administrative. Si on est en difficulté, mieux vaut orienter par exemple vers un espace France Service ou une maison de service au public ou si on a la chance d'en avoir un sur son territoire, vers un PIMS ou des structures comme ça qui vont être vraiment spécialisées sur ces questions. Encore une fois, parfois on veut aider, on va penser aider, on va donner un conseil sur une démarche, sauf que en fait parfois ça se finit mal pour l'usager parce qu'on sait qu'en fait, même si on a le droit à l'erreur, notamment il y a une plateforme qui s'appelle Oops du gouvernement, si on a fait une erreur, on a le droit à l'erreur, évidemment, mais on le sait tous, quand on fait une erreur sur une démarche administrative, ça peut vite se transformer un peu dans un cercle vicieux, un peu kafkaïen, où on n'arrive plus à s'y retrouver, où on a 36 000 interlocuteurs au téléphone. Et voilà, encore une fois, même s'il y a le droit à l'erreur, c'est parfois un peu difficile de s'en sortir quand il y a eu une erreur. Voilà. Je vous propose du coup de passer à l'orientation et de laisser la parole à Pierre sur justement tout ce qui a été mis en place au niveau de la Haute-Vienne. Tout à fait. Hop, je vais ouvrir mon micro. Donc, assez rapidement, puisque un certain nombre d'entre vous ont déjà eu des infos sur le déploiement du réseau inclusion numérique sur la Haute-Vienne. En fait, donc tout ça s'inscrit dans une stratégie à l'échelle du département, donc qui est pilotée par le conseil départemental, mais en lien avec plein d'autres partenaires, et qui s'est en fait déployée autour de grands axes. Un des premiers points, c'était la création d'une cartographie. Ce que Clélie disait juste avant, l'idée c'est de savoir aussi identifier qui fait quoi, de renvoyer vers les bonnes personnes. Donc cette cartographie, les liens seront fournis, permet de recenser les acteurs de la Haute-Vienne. On est à plus de 130 structures avec des types de structures très variées, des centres sociaux, des tiers-lieux, des médiathèques, des mairies, des maisons France Service. Voilà, il y a des associations. Il y a énormément de diversité. L'idée, en fait, c'est de recenser à la fois les structures qui peuvent
proposer différents types de services, à la fois de la mise à disposition de matériel, un ordi disponible, une connexion, le fait de pouvoir imprimer ou scanner un document, des structures qui peuvent être sur du coup de main, de l'aide aux démarches, et puis des structures qui peuvent aller plus loin, où on va avoir des ateliers de médiation numérique pour aller vers l'autonomie des personnes. Et parfois, on a des structures qui font tout cela à la fois. Donc, la Carto est un des points. Au niveau du réseau et de la stratégie du département, il y a en ce moment des dispositifs qui sont en train de se déployer. Ceux des passes numériques, je donnerai le détail juste après. Donc, des chèques qui vont permettre aux habitants qui en ont besoin et qui le souhaitent d'accéder à des parcours de 10 heures de formation gratuite. Il y a le déploiement des conseillers numériques. Donc, ce sont des postes à temps plein sur 2 ans. Ça s'inscrit dans le plan de relance là, de l'État. Au niveau du département, en fait, il y a un accord préalable qui a été signé avec l'État, le département, donc la préfecture haute-vienne, pour un fléchage de 35 conseillers numériques qui vont arriver sur le territoire pour proposer des actions à la destination des habitants. Je sais que dans ce webinaire, il y a au moins quelques-uns des premiers conseillers numériques, ceux notamment qui vont travailler dans les maisons du département, du conseil départemental, qui sont près de nous, et le déploiement est vraiment en cours. En tout cas, voilà, 35, c'est quand même un volume un peu conséquent pour pouvoir mettre en œuvre de nouvelles actions sur des territoires où peut-être qu'il y avait encore ce qu'on appelle des trous dans la raquette. Et donc, on a à la fois des conseillers numériques employés par des collectivités ou alors des structures privées, des associations. Un des autres volets, c'est mon poste, celui d'animation et de la coordination du réseau qui font le réseau d'inclusion numérique en Haute-Vienne, d'être à vos côtés pour recenser les besoins, pour aussi être à même de vous proposer des outils, des temps d'info, des temps de formation pour vous accompagner dans vos pratiques. Alors, ça peut être des outils comme ce webinaire, la mensuel, une lettre d'info qui va permettre aussi de faciliter nos échanges d'informations, nos échanges de ressources entre nous. Et puis, des temps de travail, des temps d'échange de pratiques, tout est à inventer. En tout cas, c'est une des grosses missions de mon poste. Une autre mission étant concrètement de aussi dédier du temps pour aller animer des ateliers comme vous pouvez le faire dans les endroits où il y a des besoins. Voilà un peu pour les grandes lignes. Merci. Et puis là-dessus, vraiment, moi, à chaque fois, ce que je donne comme bonne pratique, c'est vous n'avez pas forcément besoin de connaître la carte entière des structures sur la Haute-Vienne, mais par contre, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre qui fait quoi dans son écosystème, un peu à proximité de sa structure, et quand même, si possible, au-delà des points sur la carte, et là où d'ailleurs le rôle de Pierre est hyper important et crucial, mais c'est de les connaître aussi, parce que je parlais tout à l'heure de mettre en confiance la personne quand on oriente, mais vous-même, il faut que vous vous sentiez aussi en confiance quand vous orientez. Vous serez aussi plus à même de le mettre en confiance si vous dites par exemple tel jour tu peux aller dans telle structure, Erwin sera là, si tu veux on peut même l'appeler ensemble, il sera là pour t'accueillir, il va faire le point avec toi sur tes besoins, etc. Enfin, en tout cas, de pouvoir un petit peu aussi faire ce premier lien avec la médiation numérique, et ça, c'est quand même hyper important. Exactement. Du coup, on peut parler quelques minutes du déploiement des passes numériques. Donc, les passes numériques, c'est un dispositif qui permet de donner à des bénéficiaires, des habitants, notamment là les habitants de la Haute-Vienne, le droit d'accéder à des parcours de formation grâce à des formes de chèques qui vont financer des heures de formation dans des lieux qui seront préalablement qualifiés. Ces chèques étant pris en charge de manière partielle par des commanditaires. Alors, du côté du déploiement Haute-Vienne, c'est peut-être qu'on peut passer directement à l'autre diapo pour bien comprendre. Donc, le déploiement en cours, le commanditaire, c'est le conseil départemental de la Haute-Vienne avec des partenaires cofinanceurs, Limoges Métropole Communauté Urbaine, le centre d'action sociale de la ville de Limoges, la CARSAT et la CPAM Haute-Vienne. Alors, bien sûr,
dans ce projet, il y a un cofinancement État à hauteur de 50%. Et en fait, ce qui est visé sur le déploiement qui va jusqu'en 2023, c'est de pouvoir diffuser des carnets de 10 fois de 10 chèques de 10 € à destination de 2600 bénéficiaires. Ça, c'est l'objectif visé. Bien sûr, on espère que ce déploiement soit à la hauteur, puisque, en tout cas, on vise des bénéficiaires bien précis. Les bénéficiaires des passes numériques pour la Haute-Vienne sont les demandeurs d'emploi de longue durée, donc 1 an et plus, les bénéficiaires des minima sociaux, les jeunes de moins de 26 ans, peu ou pas qualifiés, et enfin les personnes qui ont plus de 58 ans et qui sont non imposables. Donc en fait, ces personnes qui seront dans ces critères vont pouvoir aller à la rencontre d'un des prescripteurs, qui peut être les conseillers numériques qu'on va trouver dans les maisons du département, des référents travailleurs sociaux, les référents PLI au niveau de Limoges Métropole, l'AGLO, les travailleurs sociaux du CCAS ou en contactant la CARSAT et la CPAM. Ces prescripteurs vont, en quelques questions, finalement, diagnostiquer le besoin et puis l'envie de la personne d'accéder à ces passes et prescrire le carnet de 10 chèques et l'orienter vers une structure sur laquelle il va pouvoir aller se former. Donc, les structures, pour l'instant, Haute-Vienne, c'est la diapo juste après. On est un déploiement qui commence à s'étoffer. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de structures autour de Limoges. Voilà, je ne vous les liste pas, vous les avez sous les yeux, puis vous pourrez retrouver le support. Et puis, de toute façon, ce déploiement, là, on est vraiment, c'est imminent, puisque les passes numériques, en tout cas, vont être déployées à partir de tout début juin 2021. Donc, on en a également sur le département, et puis avec même des structures, je pense notamment à la Ligue de l'enseignement Haute-Vienne, qui pourra être mobile pour aller proposer des parcours de formation de 10 heures pour les bénéficiaires qui habitent un territoire dans d'autres lieux sur lesquels il n'y a pas de structures qui sont déjà référencées. Donc, bien sûr, dans ces 10 heures, l'idée, c'est permettre aux bénéficiaires de découvrir, comprendre, s'approprier les principaux usages. On est vraiment sur des personnes très éloignées, donc c'est l'utilisation de l'outil. Alors, on peut être sur de l'ordi ou de tablette ou smartphone. Des principes de base de la navigation Internet et des principes de base d'une recherche d'informations. L'utilisation, voire la création, si les personnes n'en ont pas, d'une boîte aux lettres électronique, d'un mail. Pareil, un premier pas sur la réalisation des démarches avec la création d'un compte France Connect pour tous les bénéficiaires des passes qui n'auraient pas de compte France Connect. Et puis, finalement, plein d'infos qui seront un peu transversales, un fil rouge sur, finalement, permettre aux gens de s'approprier une forme de culture du numérique, celle qui touche à la sécurité, celle qui touche à la vie privée, aux protections des données, aux droits et devoirs qu'on peut avoir sur Internet, pour avoir un peu les clés de cette grande bibliothèque. C'est plus qu'une bibliothèque qu'Internet. Voilà, donc 10 heures, c'est court, mais c'est un premier pas qui est proposé à ces bénéficiaires. Bien sûr, dans ces 10 heures, on trouve aussi un temps pour évaluer finalement le besoin de départ de ces personnes, une évaluation un peu plus fine que le premier diagnostic qu'avaient fait les prescripteurs, et puis voir en fin de parcours où les personnes en sont. Et bien sûr, on sait que dans plein de lieux, les structures qualifiées dont vous voyez la liste, ces lieux sont aussi des lieux qui peuvent, tout au long de l'année, au-delà de ces 10 heures de formation, accueillir les personnes pour des coups de main, des coups de pouce. Donc, on sait bien que ça peut être un premier pas pour permettre à des bénéficiaires très éloignés du numérique de pousser la porte d'un lieu qui pourrait être un bon soutien pour eux, pour éviter de les laisser au bord de la route de cette dématérialisation ultra rapide. Super, du coup, bonne pratique à retenir, vraiment toujours la proximité. Voilà, se servir effectivement des réseaux, des cartographies qui existent, mais surtout aller à la rencontre de ces structures et de ces personnes.
avec un minimum d'interconnaissance. Mais bon, en Haute-Vienne, vous avez la chance du coup d'avoir un bon réseau qui est bien animé par Pierre. Et je ne doute pas que ça va l'être. Et puis bon, c'est vrai que le contexte ne facilite pas la rencontre, mais ça viendra un jour. Et puis voilà, toujours la mise en confiance voilà, de l'usager, c'est de lever les freins, de le rassurer sur son accompagnement de médiation par le médiateur numérique et voilà et essayer de le motiver voilà à lui donner envie d'apprendre, ce qui passe aussi par aussi la pédagogie des médiateurs numériques. Encore une fois, tout à l'heure, je disais que des gens qui sont traumatisés de Windows 90 dans les années 90, c'est aussi, on leur montrer encore une fois d'autres champs du numérique qui sont un petit peu plus sympas que Excel et divers outils qui peuvent faire peur. Alors, avant de conclure, je voulais quand même rapidement vous présenter, et on va être super synchro, du coup, le petit mémo qu'on vous a préparé, qu'on va vous envoyer. Donc évidemment, c'est compliqué d'être très, très exhaustif. Là, par exemple, je pense à une autre structure, une autre ressource que j'aurais pu mettre, qui est hyper bien. Je vais peut-être la rajouter pour vous. C'est une structure qui a été faite, c'est le site internet collectif de la médiation numérique qui a été réalisé par le médiateur numérique Fabien Devilliers, qui est le médiateur de la fibre 64 dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il a fait tout un petit guide à destination des aidants et des médiateurs qui est hyper complet, qui est hyper intéressant et qui permettra d'aller encore un plus loin qu'avec ce petit mémo et cet atelier. Là, vous retrouvez forcément les outils qu'on a vus ensemble ce matin. En complément, donc, la fameuse plateforme Solidarité numérique avec le numéro de téléphone. Pour ceux que ça intéresse, et je vais le rajouter, vu qu'il y a des bibliothèques et des médiathèques autour de la table, il y a une plateforme qui s'appelle Les Voyageurs du numérique de Bibliothèques sans frontières, où il y a tout un tas de kits, de fiches outils pour animer des ateliers sur l'inclusion numérique, sur la citoyenneté numérique, mais aussi sur tout ce qui va être initiation à la programmation, à la bidouille. Les fiches sont assez bien conçues, un peu comme les bons clics, mais c'est vraiment là pour le coup dédié à des ateliers collectifs, plutôt ludiques. Encore une fois, dans l'idée de donner envie, de dramatiser l'apprentissage du numérique, je vais le rajouter parce que ça devrait intéresser les bibliothécaires et médiathécaires, et pas que, les médiateurs aussi qui sont du réseau. Il y a la web-série du quartier génial qui a été réalisée par les équipes de la SMALA, qui est un tiers-lieu dans les Landes qui est très très acteur sur ces questions de médiation numérique, et la coopérative des tiers-lieux. Et donc ils ont fait une petite web-série pour faire ses premiers pas dans le numérique, qui sont vraiment super. Enfin, moi, je les utilisais aussi beaucoup quand je faisais les ateliers ou les formations chez Bibliothèques sans frontières. Mais elles sont synthétiques, elles sont hyper pédagogiques, même pour vous, pour être plus à l'aise sur les notions autour du numérique. Et elles sont drôles. Ça, c'est bien parce que, voilà, encore une fois, moi, je suis très partisante du ludique. On apprend mieux quand c'est ludique, c'est prouvé scientifiquement, on apprend mieux par le jeu. Et surtout, ça permet aussi d'aborder le numérique en le dédramatisant un peu, aussi en lui montrant sous des aspects un peu plus fun qu'encore une fois que là, je grossis un peu le trait, mais qu'un atelier Excel sur des tableaux croisés dynamiques. Bon, là, on n'en est pas là en général sur les publics que vous accompagnez, mais quand même. Voilà, puis mesdroitssociaux.gouv, bon, j'imagine que vous connaissez, mes services publics, c'est quand même la référence quand on a un doute sur les démarches administratives. Le kit de la CNIL, où voilà, vous avez au-delà du kit pas mal de ressources intéressantes. Il y a un générateur de mots de passe sécurisé, on en a parlé. Il y a quelques petits conseils qu'on peut afficher, comme l'affichage, les 10 règles pour rester net sur le net, qui sont aussi hyper bien conçues. Voilà, tout un tas de ressources liées vraiment pour le coup aux données personnelles principalement, puisque c'est la CNIL. Et je vous ai mis aussi quelques ressources liées plutôt aux outils relatifs à la recherche d'emploi, parce que c'est souvent un gros sujet. Click and Job, qui a été développé par la même structure que les bons clics, WeTakeCare, donc qui est aussi parfaitement bien conçu. Alors, il a été conçu pour accompagner les publics jeunes, mais
il est hyper utile pour aussi d'autres publics, honnêtement. Voilà, il y a un créateur de CV, il y a des outils d'orientation avec des tests, des quiz qui sont très très bien faits. L'Emploi Store, pareil aussi, il y a des super ressources, notamment par exemple, il y a, je pense à l'application La Bonne Boîte, qui permet pour des personnes qui sont en recherche d'emploi d'identifier des structures qui sont où il y aurait des potentiels de recrutement. Et puis, de plus en plus, Pôle emploi aussi a développé des tutoriels vidéo qui sont assez bien faits sur les principales fonctionnalités liées à leur plateforme. Voilà, donc du coup, je vais quand même vous rajouter quelques petites ressources. N'hésitez pas d'ailleurs, du coup, là, on va clôturer, il est 15h31, mais si vous avez, si vous voulez partager dans le chat aussi d'autres ressources que vous utilisez, que vous souhaitez partager avec le réseau, je pourrais les ajouter. Et puis, alors, mais vraiment dernière intervention, je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait un accompagnement au changement d'échelle à l'inclusion numérique. S'il y en a qui sont intéressés pour être accompagnés, n'hésitez pas. On a aussi un dispositif qui s'appelle le transfert de savoir-faire, qui est assez flexible, qui est vraiment juste de l'accompagnement de pair à pair, où on va indemniser une structure ressources. Et je le dis parce qu'il y a des tiers-lieux sûrement aussi dans l'audience. Mais là, dans le cadre d'une expérimentation passe numérique justement de la région avec les missions locales et les tiers-lieux, on organise un transfert de savoir-faire entre justement Pacojouv, le médiateur numérique de la SMALA, et les tiers-lieux qui sont intéressés. Donc pareil, si vous êtes intéressé en tant que tiers-lieu, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Et sur ces belles paroles, je n'ai plus rien à dire. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup Clélie pour cette présentation très complète, en plus très dynamique et agréable à suivre. J'ai envoyé un petit lien dans le chat pour un petit questionnaire qui permet d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de ce temps-là et puis aussi de recueillir un peu vos attentes pour les futures thématiques des prochains jeudis de l'inclusion numérique. Donc, le premier jeudi de chaque mois, ce qui veut dire qu'on se donne rendez-vous pour ceux qui le veulent et qui peuvent. C'est le 3 juin à 14h15. Le programme n'est pas encore ficelé, mais on sera sur la découverte d'un outil, plutôt d'une plateforme ou d'un service de démarche en ligne. Donc les docs et la rediffusion seront accessibles dès le début de la semaine prochaine. Moi, je reste dispo avec les contacts que vous connaissez pour toutes vos sollicitations. En tout cas, à très très bientôt et un grand merci à Clélie et Ubik pour ce temps très très riche. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre attention. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser à l'occasion du retour des rencontres physiques, un de ces quatre. En vrai. Bon après-midi à tous. Encore une fois, vous aurez mes coordonnées dans la présentation. Donc voilà, si pour d'autres sujets vous avez besoin, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir.